Un revenu de base pour toutes et tous. Mettre en place un revenu de base fait partie de mes aspirations. Mais avant de vous dire pourquoi ou comment, je dois vous expliquer le quoi. Autrement dit, ce que j'entends par revenu de base. Il faut savoir que comme le décrit Ambre Fourier dans son ouvrage « Le revenu de base en question », il y a plusieurs types de revenus de base, et si je ne fais pas la précision, cela pourrait porter à confusion. Cette proposition politique est probablement l'une des plus répandues, à travers les différents spectres, de la gauche à la droite, et nous allons en voir la raison. Un individu comme Milton Friedman, un des pères de la théorie du néolibéralisme et prix Nobel d'économie en 1976, était favorable à l'instauration d'un revenu de base, bien différent de celui que propose par exemple Baptiste Milondo. Alors qu'est-ce qui fait la différence entre les divers revenus de base ? Je suis vraiment désolé, ça fait beaucoup de fois revenu de base en très peu de temps, et c'est pas terminé. J'en suis désolé. Mais reprenons. D'une part, certains sont conditionnels, alors que d'autres sont inconditionnels. Ce que cela veut dire, c'est que c'est relatif ou non à notre statut ou condition sociale. En d'autres mots, un revenu qui serait conditionnel pourrait vouloir dire que dans votre condition d'homme ou de femme aisée, vous n'y aurez pas droit, tandis que si votre condition est celle d'une personne en situation de précarité financière, vous y avez naturellement droit. Ce qui est entendu quand on parle de revenus de base conditionnels, le but étant de donner à celles et ceux qui en ont le plus besoin et non l'inverse, tandis qu'inconditionnel, c'est l'inverse, signifiant que chacun et chacune y a droit, sans distinction de classe, d'ethnie, de sexe, etc. À ce moment-ci, vous pourriez penser qu'il vaudrait mieux instaurer un revenu de base qui soit conditionnel. En effet, à quoi cela peut-il bien servir de donner de l'argent à ceux et celles qui en ont d'ores et déjà en quantité suffisante ? Je suis en accord avec vous sur ce point. Toutefois, cela enlève une lourde charge administrative que de rendre ce revenu-là inconditionnel. Mais ne serait-ce pas une perte d'argent colossale ? Déjà, l'argent fait partie du domaine des mythes, donc on peut en disposer de la manière qu'on veut. Bien qu'étant à ce jour contrôlé par les banques, centrales et commerciales, ainsi que les plus grands acteurs et actrices de ce monde. De plus, cela ne constitue pas une perte si par exemple les revenus qui seraient, disons, au-dessus de 40 000 $ canadiens, étaient taxés. En bas de ce revenu, les individus n'auraient pas à rembourser le revenu qui leur serait garanti, tandis qu'au-dessus, le montant serait prélevé et retournerait dans les poches de l'État et des individus. Cela n'est donc pas une perte, et c'est ce que je privilégie, c'est-à-dire un revenu de base inconditionnel. De surcroît, un tel revenu inconditionnel permettrait d'enrayer la stigmatisation qui entoure les personnes bénéficiant des différentes mesures d'aide disponibles. L'aide de dernier recours, la retraite, les prestations pour handicapés et militaires, etc. Puisque tout le monde aurait le même revenu de base qui leur serait garanti. Fini les préjugés qui disent que certains et certaines profitent du système en restant chez eux ou elles à rien faire, alors que le sort qu'on leur réserve est plus un fardeau qu'une chance. Vive, donc, un revenu de base inconditionnel. Cependant, dans un premier temps, cela peut s'avérer plus difficile au niveau technique. Il faut idéalement faire ce que l'on appelle des projets pilotes, une recherche permettant de voir les effets positifs et négatifs de l'instauration d'un revenu de base et ainsi permettre de s'ajuster avant son application. Malgré tout, je pense que nous pouvons tout de suite passer à l'étape de la réalisation, si telle est la volonté du peuple québécois. En effet, les effets positifs et négatifs de l'instauration d'un tel revenu ont déjà pu être observés grâce aux nombreuses expériences de revenus de base. Les projets qui ont eu lieu à ce jour, on peut penser au Mincom au Manitoba, au revenu de base en Alaska grâce à l'exploitation pétrolière, à la Namibie ou encore à l'Allemagne récemment, n'ont pas été conduits sur des échelles de temps suffisamment longues pour avoir des données que l'on pourrait qualifier de scientifiques. En dépit de ce que je viens d'énoncer,
Les données sont suffisantes pour avoir une idée des effets que cela pourrait avoir sur la population s'il en venait à être implanté. Avant de revenir aux différentes caractéristiques d'un revenu de base, commençons donc par ce qui pourrait être considéré comme ses failles. L'oisiveté, l'un des 7 péchés capitaux, gare à vous, l'emporte généralement lors des premiers mois. En effet, alors que les individus se retrouvent avec un nouveau revenu qui rentre dans leur poche, ils ou elles pensent avant tout, de manière justifiée, à se faire plaisir, acheter une nouvelle TV, des instruments, aller au restaurant, etc. Toutefois, alors que les mois passent, les individus pensent de plus en plus à leur santé grâce à ce nouveau revenu. Ils et elles peuvent passer plus de temps à concevoir leurs projets et les mettre en place, ou quoi que cela puisse signifier pour chaque individualité, le principal étant le regain de temps, une des plus précieuses ressources. Avec ce revenu et ce gain de temps, cela enlève une charge mentale incroyable des épaules des individus qui jusqu'alors étaient prises à donner de leur temps à quelqu'un d'autre pour avoir le droit de vivre. Les individus sont donc plus en santé. Sauf que les individus en santé, ce n'est pas aussi payant que des individus malades. Les autres failles imaginables d'un revenu de base sont relatives à l'argent, donc part entière des paradigmes, mythes ou cultures. En d'autres termes, c'est un faux problème. À présent que l'on en a vu un petit peu plus sur les effets d'un revenu de base, retournons-en à ce qui les définit. Nous avons vu plus tôt que le revenu de base peut avoir un caractère conditionnel. Désolé, je suis con. Ou inconditionnel. Je vous disais que je suis davantage en faveur de ce dernier, et je vous en ai dit la raison. Voyons maintenant les autres aspects. D'autre part, donc, le revenu de base peut être vu comme un moyen de subsistance, donc étant un revenu assez important, pour répondre à ses besoins élémentaires, ou alors n'étant qu'un revenu minimum ne permettant pas de vivre dignement et qu'il faut combiner avec le travail, alias esclavagisme salarial. C'est en partie pourquoi je prône un revenu de base, pour que les individus puissent enfin se libérer de cet esclavagisme-là et s'accomplir dans leur vie personnelle. Je ne nie pas le fait que certaines et certains se reconnaissent peut-être dans leur travail, parce qu'aimant ce qu'ils ou elles font, et que cela permet de se tenir occupés. Néanmoins, je doute que beaucoup puissent se prétendre accomplis dans cette routine, qui n'en est pas toujours une, mais qui consiste à donner de son temps à quelqu'un qui nous est supérieur, homme ou femme. Revenons-en au revenu de base si vous le voulez bien. Des individus comme Milton Friedman, ou le plus souvent classés à droite au sein de l'échiquier politique, sont davantage en faveur d'un revenu de base qui ne permet pas de vivre dignement, offrant seulement le minimum aux individus, qui doivent donc se débrouiller pour trouver le morceau manquant du puzzle, comme on dit en français, ou du puzzle. J'exagère pas du tout. Fini les services publics, surtout dans la vision de Friedman qui est partagée par beaucoup de nos contemporains et contemporaines. C'est désormais le secteur privé qui l'emporte, parce que dès qu'on leur offre un revenu, les individus sont à présent en mesure d'aller vers les services qu'ils ou elles peuvent se permettre financièrement. Tant pis pour vous si vous n'avez pas les moyens de rencontrer le ou la meilleure médecin de votre ville. Vous n'avez qu'à travailler si vous n'êtes pas contents ou contente. Arrêtez donc de râler. En effet, pourquoi payer les gens à ne rien faire ? J'aimerais beaucoup débattre avec des individus qui raisonnent de la sorte, pensant probablement que les mêmes possibilités sont offertes à toutes et tous. Ils ou elles déclarent que si vous n'êtes pas riche, en parlant d'argent, c'est parce que vous êtes feignant ou feignante, voire même bon, zoubonzarien. Vous connaissez pas les zoubonzariens ? C'est une espèce extraterrestre tentant de coloniser le cosmos. Désolé pour cet aparté. Déjà, que signifie ne rien faire ? Il faut savoir que la plupart des personnes qui sont sur une de ces aides que je décrivais brièvement plus haut sont des aidants ou aidantes naturelles. Travail extrêmement exigeant, pour lequel il n'y a aucune reconnaissance officielle de l'État, ou des individus en proie à des problématiques de santé mentale passagères,
comme une rupture amoureuse, une perte de travail, un dossier criminel venant mettre des bâtons dans les roues, etc. Ou continue, telle la schizophrénie, pour ne prendre qu'un exemple parmi tant d'autres. Les personnes bénéficiant d'une de ces prestations, fardeau plutôt que bénédiction comme je l'ai déjà dit, ne sont donc pas des personnes qui restent avachis sur leur divan à regarder le temps passer, attendant le prochain chèque avec impatience pour pouvoir aller se payer de la bière ou des gratteux. Mais pour en revenir à ma question, à savoir pourquoi payer les gens à ne rien faire, nous venons de voir que les individus ne faisant rien sont presque inexistants ou inexistantes, malgré le fait qu'ils ou elles soient sur des programmes dits d'aide. Ensuite, pourquoi offrir un revenu minimum à tout le monde, me demanderiez-vous? Je vous répondrai alors qu'étant donné que nous n'avons pas choisi de débarquer sur cette planète où il fait de moins en moins bon vivre, nous méritons une compensation pour cette lourdeur qui nous a été infligée, c'est-à-dire la vie. Mais la vie, me diriez-vous, regorge de beauté, et j'abonde dans ce sens, sauf que la société, elle, est éreintante. Cette dernière nous demande actuellement de piétiner nos congénères, avec qui l'on est pourtant bienveillants et bienveillantes par nature. Il faut réussir, nous dit-on. Reproduire des modèles qui ne nous ressemblent pas pour rentrer dans le moule de la culture capitaliste, etc. En bref, cette société est, comme je viens de le dire, éreintante, acariâtre, acrimonieuse, et j'en passe des meilleurs. Non, je ne connaissais pas tous ces mots avant d'avoir écrit ce texte, mais Google est mon ami, ou mon ennemi si vous avez écouté la vidéo sur l'état de surveillance, ce qui est loin d'être une obligation. Nous méritons donc une compensation pour cela, pas forcément financière, j'y reviendrai. Mais dans une société dominée par l'argent, avoir de cet outil entre les mains n'est peut-être pas une si mauvaise idée, tout dépendant de perception. Revenant à ma question, pourquoi nous donner de l'argent si nous ne sommes pas salariés? Je commencerai par dire qu'aujourd'hui nous bénéficions de toutes sortes d'objets dont l'utilisation nous est dorénavant naturelle, bien que ne l'ayant pas toujours été. Si je vous parle d'électricité, vous êtes bel et bien conscients et conscientes que cela n'a pas toujours existé. Il en va de même pour la télévision, les GPS, et je pourrais vous mentionner toutes sortes d'objets pendant des heures et des heures, mais cela deviendrait très vite ennuyeux. Tout cela, c'est un héritage collectif que l'on partage, inscrit dans nos gènes, nous ayant légué des mots, émaux, et un incroyable génie. Là où je veux en venir, c'est que les innovations apparaissent à certains moments de l'histoire et continueront d'apparaître tant et aussi longtemps que l'on sera encore en vie. Elles sont le fruit du génie de certaines et certains, contributeurs et contributrices que l'on néglige parfois, surtout nos consoeurs, et qui se sont appuyés sur les précédentes innovations qui virent le jour dans notre courte et formidable histoire, remplie d'événements en tout genre. Comme le disait Newton, ouvrez les guillemets, « Si j'ai vu aussi loin, c'est parce que j'étais assis sur les épaules de géants. » Sans l'apport d'un homme comme Einstein à l'humanité, nous serions probablement bien des années-lumière en arrière de l'endroit où nous en sommes actuellement. Pourtant, Einstein, comme tout animal, et en particulier être humain, ne décida jamais de voir le jour, et encore moins à cette époque-là. Cela lui fut imposé, et il s'en sortit très bien durant son bref temps humain. Grâce à ces découvertes, à Einstein, nous sommes aujourd'hui beaucoup plus avancés au niveau sociétal que nous le serions s'il n'avait pas été là. Mais qui bénéficie de ces découvertes? Sûrement pas la population. C'est avant tout pour l'industrie et l'État que cela représente une aubaine, nous faisant désormais payer pour l'invention de l'ingénieur français Clément Ader, sans qui nous ne pourrions pas voyager en avion. Mais est-ce que Boeing ou Airbus ont contribué, eux, à cette invention? Vous connaissez déjà la réponse, elle est négative. Ils se sont seulement saisis de cette opportunité qui était celle de nous soutirer de l'argent pour un élément arrivé à point nommé dans l'histoire,
dont ils ne furent jamais responsables. Ils se sont appropriés des inventions et nous exploitent désormais, nous ayant dépossédés et éloignés de la réalité. Ces découvertes-là, qui sont multiples et que je ne nommerai pas, devraient bénéficier à tout le monde. Chaque individu doit avoir, selon moi, une compensation pour chacune de ces inventions qui aujourd'hui, comme je viens de le dire, profitent seulement à une poignée qui n'en sont pas les auteurs, mais les profiteuses et profiteurs. Dès notre naissance, nous devrions donc avoir de l'argent, ou autre, à chacune et chacun de décider, pour ce fardeau, à la fois magnifique cadeau, qu'est la vie. Tout, malheureusement, ne peut être offert. Par là, j'entends les relations, la spiritualité, etc. Toutefois, et c'en sont de très beaux exemples, tout n'est pas monnayable. Un revenu de base pourrait aussi s'offrir en nature, c'est-à-dire avoir accès à une terre et ses ressources, avec une maison pour y vivre, des coupons pour avoir de la nourriture gratuitement, pour celles et ceux qui n'ont pas accès à un jardin ou des animaux, des meubles, etc. C'est bien beau tout cela, mais comment instaurer un tel revenu de base pourriez-vous m'enquérir? Je vous répondrai alors que cela prend avant tout de la volonté et de l'argent, bien évidemment. Mais l'argent, je l'ai déjà évoqué, nous provient du domaine des mythes, et nous pourrions en user comme bon nous semble, en nous réappropriant, idéalement, sa conception de A à Z. Nous pourrions créer des monnaies locales, apprendre à vivre de d'autres manières, en respectant notre mère Gaïa, qui nous donne tant, et innover perpétuellement, comme notre espèce sait si bien le faire. L'avenir nous appartient, et il est temps de nous l'approprier. À bientôt, frères et sœurs cosmiques.